Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Le 1er juillet 1997, après plus d'un siècle de domination britannique, Hong Kong est rétrocédé à la Chine et devient une région administrative spéciale de la République populaire. Si la ville est bien chinoise, elle conserve des prérogatives, notamment son système économique et législatif, grâce au principe « un pays, deux systèmes ». 20 ans après, Hong Kong est devenue une ville-monde secouée par des crises politiques. Manifestations spontanées, mouvements de désobéissance civile, combats politiques. Hong Kong est désormais le bastion de la révolte anti-Pékin. Mais le pouvoir central peut encore compter sur une frange importante de la population pour qui le sentiment d'appartenance à la nation chinoise est encore très fort. Nos reporters Antoine Védéier et Vincent Roux se sont rendus dans le port au parfum pour prendre le pouls d'une ville qui n'a pas encore achevé sa mutation et qui reste fragmentée entre deux générations, plus que jamais divisées sur leur identité. L'une des métropoles les plus chères du monde. Hong Kong, un ancien port de pêche devenu l'un des territoires les plus densément peuplés de la planète. 7 millions d'habitants et une jeune génération qui s'inquiète pour son avenir. Eux viennent tout juste d'être diplômés. Ils fêtent leur entrée dans la vie active, mais aucun ne compte rester à Hong Kong. Je veux simplement quitter Hong Kong, parce que ces derniers temps, il y a beaucoup trop de mépris ici. En fait, je ne suis pas le genre de personne qui aime me justifier auprès des gens, mais je déteste vraiment l'environnement qu'il y a ici. Comme elle, ils sont des milliers chaque année à quitter la ville. Dans cette agence qui aide à l'émigration, le constat est sans appel. Canada, États-Unis, Europe, les départs sont de plus en plus nombreux. En 2016, 20 000 Hongkongais ont fait le choix de partir. C'est la tendance actuelle et on pense que ça va continuer d'année en année. Ces derniers temps, on estime que les demandes de départ ont augmenté de près de 30%. À Hong Kong, on dénonce les loyers trop chers, les salaires qui stagnent et de plus en plus l'emprise de Pékin sur la ville. Car 20 ans après la rétrocession, les Hongkongais s'inquiètent du climat politique. L'ancienne colonie britannique est bien censée jouir d'une certaine autonomie depuis 1997. Elle appartient à la Chine mais conserve son drapeau, sa monnaie, ses lois. Ce principe, un pays, deux systèmes, doit durer jusqu'en 2047. Mais pour une majorité de la population, le pouvoir chinois grignote d'ores et déjà chaque espace de liberté. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Chaque 1er janvier à Hong Kong, des milliers de personnes défilent pour réclamer plus de démocratie. Les soutiens de Pékin sont là, eux aussi. En marge de la manifestation, ils rappellent avec leurs pancartes et leurs étendards qu'Hong Kong fait partie de la Chine. Mais dans le cortège ces dernières années, des drapeaux qu'on croyait disparus ont refait leur apparition. Ceux de l'Empire britannique. Alice Lai fait partie de ceux qui réclament désormais un retour sous la couronne. Le Royaume-Uni est quand même bien connu pour être un meilleur pays que la Chine, en termes de valeurs, de droits de l'homme et de liberté. Et puis c'est un état de droit, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Le recul de la démocratie affecte même la liberté de la presse. En 20 ans, Hong Kong a dégringolé de la 18e à la 69e place du classement de Reporters sans frontières. Depuis peu, Pékin place des hommes de main à la tête des journaux hongkongais. Un moyen pour le pouvoir chinois de faire pression et de censurer les contenus jugés trop critiques. Une ingérence de plus qui inquiète le responsable d'Amnesty International en Asie.
Donc voici les deux titres de référence de la presse Hong Kong. En langue anglaise, le South China Morning Post et en langue chinoise, le Mingbao. Donc deux quotidiens à très grande circulation qui ont vu leur ligne éditoriale changer extrêmement fort depuis Occupy, lorsque Pékin a commencé à mettre beaucoup plus de pression sur le monde de la presse à Hong Kong et essayer d'avoir une ligne éditoriale dans les principaux journaux qui est beaucoup plus proche de ce que Pékin désire. Occupy, c'est ce mouvement appelé aussi la révolution des parapluies. En 2014, des dizaines de milliers d'étudiants ont envahi et bloqué le centre-ville de Hong Kong. À 21 ans, Nathan Law en était l'un des principaux leaders. Pendant 72 jours, il a campé sur cette place, harangué les foules et osé défier le gouvernement chinois. C'est ici que tout a commencé. Les gens ont occupé cette place et tout le monde était derrière les étudiants. Il y a une photo très connue de notre mur de revendication. C'était ici. On avait collé plein d'autocollants et c'était devenu l'un des symboles les plus forts du mouvement des parapluies. Moi, j'étais l'un des leaders étudiants. Au cœur de leurs revendications, l'instauration d'un véritable suffrage universel à Hong Kong. Ils ne l'ont pas obtenu et aujourd'hui, sur cette place Admiralty, tout rassemblement est interdit. Le gouvernement a fait de son mieux pour essayer d'effacer toutes les traces du mouvement des parapluies. Donc, ils ont nettoyé les rues et les murs, enlevé les autocollants de manière à consolider l'idée que tout ça n'avait pas eu lieu. Mais en fait, de nombreux Hongkongais ont été touchés par l'esprit du mouvement des parapluies et ont commencé à se soucier de la démocratie. Pour poursuivre son engagement, Nathan Law est passé du combat de la rue au combat des urnes. Il a créé son propre parti politique, Demosisto, un nom qui tire son origine du grec et du latin et qui signifie « le peuple se tient debout ». En septembre dernier, Nathan Law a remporté une première victoire. Il a été élu député au Parlement hongkongais. Eux, ce sont tous mes assistants. Ces derniers jours, ils ont travaillé sur les questions parlementaires. Ça, c'est mon bureau, donc, et là, c'est ma chambre parlementaire. À 23 ans, Nathan Law est devenu le plus jeune député de l'histoire de Hong Kong. Pour lui, le combat pour la démocratie doit se faire sur tous les fronts. Je considère que mon premier rôle en tant qu'individu est d'être un activiste. Les autres choses que je peux faire au Parlement servent à faciliter le mouvement démocratique. Je pense que l'issue ne se trouve pas au Parlement, mais à l'extérieur, dans la rue. C'est pour ça que je continuerai à être un défenseur de la démocratie. Je continuerai à protester, à marcher et à manifester dans la rue. Je continuerai à me battre contre le gouvernement. La Chine et le gouvernement hongkongais voient d'un très mauvais œil l'émergence de cette jeune génération sur la scène politique. Ils ont fixé une ligne rouge dont Andy Chan a fait les frais. Salut, moi c'est Andy Chan. Après le mouvement des parapluies, il a été le premier à réclamer l'indépendance totale de Hong Kong. Résultat, aujourd'hui, il est interdit d'élection, ne peut pas créer d'entreprise et n'a pas le droit de lever des fonds pour son parti. Il en est réduit à tracter à la sortie des lycées. Dans un futur proche, peut-être que je déciderai d'arrêter. Je serai peut-être en prison, ou j'aurai subi de nouvelles attaques de la part du gouvernement qui feront que je ne pourrai pas continuer. Mais nos espoirs reposent désormais dans la jeune génération. Je suis venu devant ce lycée pas seulement pour parler d'indépendance, mais surtout pour bien clarifier notre identité, nous ne sommes pas chinois. Hong Kong n'est pas la Chine. Ce slogan a même pénétré l'enceinte du Parlement hongkongais. Bajio Leung, lui aussi ancien leader du mouvement des parapluies, l'a proclamé devant un parterre de députés. C'était en octobre dernier. Il devait prêter serment à la Chine pour avoir le droit de siéger. En tant que membre du Parlement, je ferai tout mon possible pour sauvegarder l'intérêt de la nation hongkongaise. Monsieur Sixtus Leung, vous n'avez pas respecté le serment, je ne peux pas le valider. Mais c'est surtout ce drapeau qui a provoqué l'ire de Pékin.
Pour l'avoir endossé, il a été exclu du Parlement. Trois mois plus tard, Badiolung assure ne rien regretter. Il a accepté de nous rencontrer. Voilà, ça c'est le drapeau que tout le monde connaît bien, où il est écrit « Hong Kong n'est pas la Chine ». Tous mes ennuis ont commencé à partir du moment où j'ai pris ce drapeau et où je me suis couvert avec lorsque j'ai prêté serment. Pour lui, l'avenir de Hong Kong doit s'écrire sans la Chine. Pékin est allé trop loin dans l'ingérence. Nous avons clairement compris que notre rival, c'est le gouvernement central. Le gouvernement de Hong Kong, lui, n'est qu'une marionnette. Notre adversaire, c'est la plus grande dictature du monde. Face à un rapport de force jugé inéquitable, certains ont choisi la violence. Sur cette vidéo amateur, des jeunes ultra-radicaux s'acharnent sur un camion de police. Nous avons pu rencontrer l'un d'entre eux. Ça, c'est mon masque. Il représente les gens qui n'ont pas peur des autorités. Mais les autorités, elles, devraient avoir peur d'eux. Pour lui, la violence est le seul moyen de se faire entendre et de contrer l'emprise du pouvoir chinois. Si l'on veut intensifier notre opposition, l'usage de la violence est notre unique solution parce que les autorités continuent d'étouffer les volontés du peuple. Ils suppriment nos libertés, notre liberté de penser et de nous exprimer. À Hong Kong, la société est de plus en plus divisée. Ses habitants se déchirent sur leur identité. Ces militants pro-Pékin s'opposent au mouvement démocrate. À Hong Kong, la division tient aussi d'un conflit générationnel. Les plus anciens ont souvent vécu la rétrocession comme une fierté. Ils sont plus favorables au gouvernement chinois. Les démocrates ne devraient pas faire ce qu'ils font, car nous sommes tous chinois. Hong Kong fait partie de la Chine. Alors comment des Chinois peuvent-ils se battre entre eux? Vous devez aimer votre pays. C'est exactement comme vos parents. Si vous n'aimez pas votre pays, alors vous êtes un mauvais enfant pour votre famille. Eux peuvent compter sur le soutien du milieu des affaires hongkongais. Alan Zeman est l'un des hommes les plus riches et les plus influents de la mégalopole. Le milliardaire ne veut pas entendre parler d'indépendance. Hong Kong ne peut pas fonctionner tout seul. Et c'est pour ça que le mouvement indépendantiste est vraiment ridicule. Hong Kong n'a pas de ressources naturelles, n'a rien du tout en fait. C'est juste un port sur la mer. Donc ça ne peut pas marcher. Hong Kong est promis à un bel avenir. Mais le futur de Hong Kong est avec la Chine. C'est la seule façon pour que Hong Kong puisse survivre. Car c'est par cette ville que transitent la plupart des investissements étrangers à destination de l'Empire du Milieu. Comment va le marché aujourd'hui? Le montant des transactions a augmenté? Oui, entre 90 et 100 points. Dans cette compagnie boursière, on l'assure, l'interdépendance entre Hong Kong et la Chine profite aux deux parties. Un système gagnant-gagnant qui prouve qu'il faut maintenir le statu quo. En fait, la Chine, si elle veut poursuivre son développement économique, a aussi besoin de Hong Kong. Parce que Hong Kong, c'est un pont. Un pont qui permet aux investisseurs étrangers d'entrer en Chine. Mais pour Benny Tai, spécialiste des mouvements sociaux à l'université de Hong Kong, cet argument n'est plus valable. En 2014, il était l'un des principaux instigateurs du mouvement des parapluies, l'ennemi juré du pouvoir chinois. Cette révolution, dit-il, a changé les mentalités. Dans le passé, beaucoup de Hongkongais se satisfaisaient d'avoir un bon niveau de vie matériellement parlant. Mais maintenant, gagner de l'argent, c'est toujours important, mais ce n'est plus la seule préoccupation pour les Hongkongais. Nous voulons la justice, nous voulons l'équité, les droits de l'homme, nous voulons la démocratie et l'état de droit. Je pense que l'on attend plus, et je pense aussi que l'on mérite d'avoir toutes ces choses. Ça, c'est le plus gros changement que j'ai vu après 1997. La rétrocession de Hong Kong à la Chine signée il y a 20 ans prévoit un rattachement définitif à l'Empire du Milieu en 2047.
Une échéance que les anti-Pékin redoutent. D'ici là, ils promettent de se battre jusqu'au bout pour que brille encore en Chine une lueur de démocratie. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Comment les malades et blessés de guerre sont-ils rapatriés en France? C'est une mission méconnue de l'armée de l'air, la mission MEDEVAC. Effectuée par 12 des pilotes de l'escadron ET-60, basé en région parisienne, à Villacoublay. Depuis cette base, ils sont prêts à décoller nuit et jour. Notre reporter, Fanny Allard, a rencontré l'un d'eux, la seule femme de l'escadron. Pour la première fois, une télévision a pu embarquer pendant une simulation d'opération. Voyons son reportage. Bonjour, Pendant. Ça va. Alors, décollage pour 6h-Z. Ouais. Niamey. Blessé, les médecins sont en train de vérifier l'avion, ils viennent d'arriver. D'accord. 3 heures à peine, c'est le temps de préparation du pilote et de l'équipe médicale avant décollage. Une procédure aussi rapide que précise. Pour cet exercice, pas de pression, mais les gestes sont répétés à l'identique d'une situation réelle. Le commandant Émilie vole depuis 10 ans. D'abord pilote de chasse, elle choisit l'escadron de transport 60 et le secours aux blessés. Ces zones d'intervention, souvent sensibles, nous imposent de réaliser ce portrait à visage caché. J'ai choisi l'armée de l'air parce que j'avais envie de représenter ma patrie. Et l'armée de l'air correspondait à mes valeurs. De patrie, de nation, et en même temps il y avait ce vecteur aérien, donc ce métier de pilote qui me plaisait depuis toujours. En opération, son avion de 20 mètres, le Falcon 2000, peut transporter 1 à 2 blessés graves. On vérifie qu'il n'y ait pas de problème technique sur l'avion, de manière à ne pas avoir de panne quand on sera à l'étranger. Avant de s'envoler, rapide étude de terrain. Être pilote de l'ET-60, c'est être d'alerte 24 heures sur 24, week-end compris. Pour cette mère de famille, ce n'est pas un problème. C'est une habitude de vie qu'on prend, c'est-à-dire qu'on a toujours le plan on décolle pas, le plan A, et le plan B où on décolle et on se réadapte en permanence. Donc c'est un peu fatigant à la longue, mais il n'y a pas de routine en fait, donc pour ça c'est pas mal. Le plus souvent 6 à bord, l'équipe médicale peut être étoffée selon la gravité des blessures. La mission de récupération des blessés en opération extérieure est méconnue. Dernier maillon de la chaîne, la capacité d'intervention de cette brigade de l'air est pourtant déterminante pour la survie de nos soldats, en difficulté sur des terrains reculés. On peut intervenir partout là où il y a un besoin, que ce soit un bateau qui se pose quelque part sur un port et on doit aller le chercher, que ce soit là où les forces sont engagées et on peut aller. Nous voici en configuration MEDEVAC, une évacuation médicale militaire. Et pour l'exercice, le blessé est en plastique. Là, le médecin nous a demandé d'aspirer dans la sonde d'intubation, puisqu'elle est bouchée. Donc on va aspirer le bouchon pour que le patient puisse respirer normalement. Endormi, sanglé, le patient est presque aussi stable que sur un lit d'hôpital. Pourtant l'avion secoue, le bruit est permanent, mais l'équipe s'adapte. Vu qu'on ne peut pas entendre dans l'avion avec un stéthoscope, donc l'auscultation se fait avec un appareil, un échographe qui nous permet de voir si l'oxygène passe vers les poumons et après si le remplissage est adapté et s'il n'y a pas d'hémorragie qui s'est déclarée pendant le vol. Voler était son rêve d'enfant, sauver son rêve d'adulte. Ça permet de garder le moral des troupes en sachant qu'un Falcon viendra les chercher tout le temps, nuit et jour. Et c'est vrai, on ne fait pas la guerre, on sert à ramener les blessés et moi je trouve ça très valorisant. À l'arrivée, les pompiers les attendent pour convoyer le blessé vers un hôpital militaire. Depuis le 1er janvier, les pilotes de l'ET-60 ont réalisé près de 2 évacuations par semaine
celle-ci bien réelle, un chiffre qui augmente au rythme de l'engagement des forces françaises en zone de guerre. Les pygmées Baka habitent depuis des siècles la deuxième forêt tropicale de la planète, celle du bassin du Congo. Mais, comme en Amazonie, ces populations indigènes sont les premières victimes de la déforestation. Plus la jungle recule, plus la culture des Baka est menacée. Dans l'est du Cameroun, des sociétés d'exploitation forestière rasent plus de 20 000 hectares de forêts vierges par an, en poussant ce peuple nomade hors du territoire dont il tirait jusqu'alors toutes ses ressources. C'est le cas à Messeya, où une société a privé les autochtones de leurs droits d'usage. Derrière la tragédie environnementale se joue aussi un drame humain. Les Baka, dépossédés de leur seule richesse, la forêt, se sont sédentarisés en bord de route où les riverains exploitent leur main-d'œuvre pour 3 fois rien. Un peu de whisky ou quelques francs CFA. Marginalisés, les Baka sombrent dans l'alcool et la drogue. Le reportage dans l'est du Cameroun de Patrick Fandio, Marcel Amako et Zigoto Tchaya. Un manteau vert au cœur des 250 millions d'hectares du bassin du Congo. Deuxième forêt tropicale après l'Amazonie. Vue du ciel, ici dans l'est du Cameroun, les ravages de la déforestation. Chaque année, plus de 20 000 hectares rasés. Et chaque jour, des centaines de billes de bois coupées, emmenées par camion sous le regard des premiers habitants de cette forêt, les pygmées Baka. Des pygmées vivant désormais au bord de la route, chassés de la forêt, privés de leur tradition de chasse et de cueillette, obligés d'être sédentarisés. Chaque semaine, ceux-là reçoivent la visite d'Hélène, devenue porte-voix des souffrances de sa communauté. Pygmée elle-même, une activiste muée en avocate pour dénoncer leurs conditions de vie. Regardez où vit ma communauté. On a dit qu'il y a des choses qui sont payées, on verse des millions. Est-ce que c'est ça, le fait de venir vivre en bordure de route? Des pygmées coincés ici entre des dizaines de concessions attribuées à des sociétés forestières et des aires protégées par l'État, 2 territoires qui leur sont interdits d'accès. Ici, il y a ma communauté, la communauté Baka dont je fais partie, qui vit entre une unité forestière d'aménagement et la réserve de biosphère du Dja. Et là, ça fait problème parce que la communauté ne peut pas entrer dans une UFA, mener une activité forestière, c'est-à-dire la chasse, la cueillette. Et de l'autre côté, aussi dans la réserve, c'est strictement interdit, où les populations n'ont pas le droit d'aller exercer leur droit d'usage. Ils ne peuvent pas chasser là-bas, ni à gauche, ni à droite. Plus loin, le site d'une de ces sociétés forestières, Palisco, l'une des plus anciennes qui exploite le bois camerounais depuis 45 ans, mise en cause par les ONG qui l'accusent de priver les pygmées de leur territoire. Ce dont se défend le directeur du site. On est une des rares compagnies forestières, je pense, dans ce pays à faire des réalisations qui soient visibles et qui aient un impact réel, on va dire, dans le développement du pays. Paul Lagoutte veut nous montrer une des réalisations de l'œuvre sociale de son entreprise. Une école qui lui aurait coûté 10 à 12 000 euros. Une salle de classe offerte il y a 6 ans aux populations locales, dont les pygmées. Bonjour, le bâtiment est bel et bien là. L'année à laquelle il a été construit et cédé à la population est marquée. Et donc il est stipulé que c'est bel et bien un don de nos sociétés. Mais d'après les ONG, ce type d'école est peu fréquenté par les pygmées, pas adapté à leur style de vie. Peu formés, peu qualifiés comme Pierre, les pygmées sont condamnés aux travaux manuels, exploités par les autres ethnies. On est arrivé à la maison. Il est venu retaper cette maison pour un salaire de misère, 500 francs CFA par jour, à peine 75 centimes d'euros. C'est 500 la journée. 500 francs la journée. C'est peu, je souffre beaucoup. 500 francs la journée, ce n'est pas l'argent. Une précarité économique sur laquelle vient se greffer des drames sociaux comme l'alcoolisme. Des sachets d'alcool souvent frelatés, très bon marché, consommés par de plus en plus de pygmées. J'ai pris ça, parce que c'est bon, ça c'est un truc que, bon, je prends. Oui, c'est bien.
L'alcool comme un refuge, une idée combattue par le pasteur Kaba qui ne cesse d'enterrer des pygmées victimes de cette addiction. Vous voyez ici, c'est l'un des tombeaux que l'un de notre membre a pris le vin et il est mort à cause de ça. Cela mène à la débauche. Pour tenter de stopper l'alcoolisme et l'usage d'autres drogues, pour sauver cette communauté, le pasteur organise 2 fois par semaine une causerie autour de la Bible. La Bible, dernier salut des pygmées, à en croire le religieux. On est là pour les sessions qu'on enseigne contre l'alcoolisme. Et nous avions confiance que par la parole de Dieu et aussi par la puissance du Saint-Esprit, il est capable de toucher le cœur pour qu'ils vont s'ouvrir, pour que Dieu doit leur donner la force pour sortir de cet esclavage. Dieu, présenté comme le seul sauveur pour des pygmées qui tentent de résister à leur sédentarisation forcée hors de leur forêt. Mais un peuple qui veut préserver ses traditions, comme un appel au secours, pour ne pas devenir des étrangers sur leur propre terre. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. Ce soir, nous revenons sur ce qui a sans doute été le début de la fin pour l'URSS. En mars 1990, la République soviétique de Lituanie proclame son indépendance. La réponse de Moscou viendra 8 mois plus tard. Alors que le monde entier a les yeux tournés vers l'Irak, les troupes soviétiques s'emparent du ministère de la Défense, puis de la tour de la télévision à Vilnius. On dénombre 14 morts, dont 2 écrasés par des chars. Les images de ces blindés dans les rues de la capitale lituanienne feront le tour du monde. Le lendemain, une foule de 80 000 personnes se rassemble devant le bâtiment du Soviet suprême. Et à travers le pays, les cloches des églises catholiques et orthodoxes se mettent à sonner. Un pays entier prend le deuil et c'est vers le monde extérieur que son président se tourne. La tension monte également dans les pays voisins, en Estonie et en Lettonie. À Riga, des barricades sont levées pour protéger les bâtiments officiels. 5 personnes ont été tuées et au moins 9 autres blessées lors de l'assaut donné au ministère letton de l'Intérieur par les bérets noirs, les forces spéciales du ministère soviétique de l'Intérieur. 100 000 personnes assisteront à leurs obsèques le 25 janvier. Le jour même, les forces soviétiques se retirent et quelques mois plus tard, ce sera l'effondrement de l'URSS tout entière. Eh bien aujourd'hui, quels souvenirs subsistent encore de cette année 1991 ? Billet retour à Vilnius et à Riga, un reportage d'Anne Maillet et Adeline Percept. 25 ans après son indépendance, la Lituanie reprend les armes. Le gouvernement a réinstauré le service militaire obligatoire, une réaction au conflit ukrainien et aux provocations russes. Ces 500 jeunes conscrits prêtent serment, parmi eux Tadas. Il est né en 1991, l'année où le pays a regagné son indépendance. Sans compter mes forces, au péril de ma vie, défendre la Lituanie. Sa liberté et son indépendance. Tadas a été désigné meilleur soldat du bataillon. Il a commencé le service après ses études d'informatique. Sa mère et sa petite amie sont venues assister à la cérémonie. Tu veux voir à quoi ça ressemble de l'intérieur? Ça s'ouvre vraiment? Oui, derrière. C'est par là qu'on entre. Il y a des exemples de petits pays qui possèdent des forces défensives importantes et se prémunissent ainsi de toutes sortes de dangers.
Vous savez, ça suffit pas de signer un document. L'indépendance, c'est comme l'amour. Il faut l'entretenir tous les jours. La Lituanie a rejoint l'Union européenne et l'OTAN en 2004. 2 étapes cruciales pour la sécurité de ce petit pays aux portes de la Russie. Mais l'apparition de nouveaux conflits dans la région a changé la donne. Ukraine, Géorgie, la situation des autres États montre que nous devons nous tenir prêts. La réalité fait qu'on doit être fort. Et par-dessus tout, montrer notre force. Qui sera le prochain sur la liste de Moscou? C'est une question qui obsède désormais les pays baltes. Pour ces jeunes soldats, c'est une nouvelle guerre froide. Mais cette fois, les Lituaniens sont du côté occidental de la ligne de front et ils entendent bien y rester. Sur les murs de Vilnius, les stigmates de l'occupation soviétique. Des impacts de balles sur le bâtiment de la télévision. En 1991, Egle Buccelite est déjà la présentatrice vedette de la télévision publique. Le 12 janvier, elle prend l'antenne en direct alors que les forces spéciales soviétiques entrent dans Vilnius. Chers téléspectateurs, voici la dernière information. Le bâtiment de la radio lituanienne est déjà occupé. En ce qui concerne la télévision, comme vous le voyez, nous travaillons encore, bien que les soldats soient partout. Nous ne savions pas ce qui se tramait autour de nous. Nous ne pouvions qu'expliquer ce que nous vivions, car nous entendions des explosions, des tirs, le sol qui tremblait. Terrorisé, Egle est confiné sur le plateau. À ce moment-là, son seul lien avec le monde extérieur, c'est ce téléphone rouge. J'ai vu là en face de moi, dans la régie 50, 60 hommes armés, avec des masques à gaz. Et quand tu aperçois une armée comme ça, tu te dis que tu vis là les dernières minutes de ta vie. Et aujourd'hui, en suivant ce qui se passe en Ukraine, tu comprends parfaitement puisque tu as déjà vécu quelque chose de semblable. Fin 2013, sur la place du Maïdan à Kiev, la confrontation entre pro-européens et pro-russes s'intensifie. C'est le début de la guerre en Ukraine. Quelques mois plus tard, les troupes russes vont occuper la Crimée, un territoire ukrainien. Egle et toute sa rédaction enchaînent les éditions spéciales. Karolis chronique en plateau les événements. Il prend alors conscience du chemin parcouru par son propre pays. Au moment de l'indépendance, il n'avait que 4 ans. Son seul souvenir, le visage d'Egle à la télévision. C'est véritablement la différence entre nos 2 générations. La nôtre prenait l'indépendance comme un acquis. Mais ce n'est plus le cas. Depuis les événements de Maïdan, nous avons pris conscience de la gravité de la situation. Ce qui s'est passé en Ukraine nous a brusquement réveillés. « 25 ans après avoir regagné leur liberté, tous les pays baltes se sentent à nouveau menacés. Nous sommes à Riga, la capitale lettonne. Le pays célèbre son indépendance. Cette année, l'engouement est exceptionnel. Les grands-parents et les parents veulent à tout prix transmettre la flamme patriotique. Cette journée est devenue plus importante. C'est à cause de l'insécurité, un peu partout autour de nous. On se rend bien compte que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Il faut que nos enfants réalisent ce que notre pays a vécu et pourquoi c'est essentiel de s'en souvenir. Ils en auront besoin eux aussi. Signe des temps, c'est un ancien ministre de la Défense, Raimons Vejonis, qui a été élu en juin dernier président de la Lettonie. Nous sommes devenus bien plus patriotiques qu'avant.
Nous avons plus l'histoire de notre pays à l'esprit. Les événements récents en Ukraine nous obligent à repenser notre liberté et notre indépendance. Il faut se demander à quel point les actions militaires de certains pays menacent de détruire la stabilité en Europe. Aujourd'hui, les postes clés au sommet de l'État sont occupés par les anciens combattants de l'indépendance. Raimond Szkraube, responsable de la défense de Riga derrière les barricades en 1991, est aujourd'hui le chef des armées. Ce qui s'est passé en Ukraine a fait grossir les rangs de notre armée et aussi notre budget sécuritaire. C'est devenu l'un des piliers de notre politique, au même titre que les questions économiques et les questions sociales. Le budget alloué à la sécurité et à la défense représente désormais 2% des dépenses publiques. C'est l'un des plus élevés en Europe. Cet immeuble qui abritait les résistants à Riga est aujourd'hui un musée. Nous y rencontrons Dainis Ivans, un véritable héros national. En 1989, il a été l'un des meneurs de la Voie balte, cette chaîne humaine de 560 km, 2 millions de citoyens pour exprimer leur soif d'indépendance face à l'Union soviétique. À l'époque, cette initiative a eu un impact énorme. J'ai appris plus tard par un assistant de Gorbatchev que lorsque le Kremlin a vu ces images, tout le monde a paniqué, même ceux qui avaient accès à l'arsenal nucléaire. C'est là qu'ils se sont dit que les pays baltes seraient perdus pour l'URSS sans le recours à la force et aux chars. En 1991, à Riga comme à Vilnius, les habitants résistent derrière des planches de bois et avec les moyens du bord. Pour Dainis, le parallèle avec les barricades de Maïdan saute aux yeux. Il n'y a rien de ce que font les Russes en Ukraine qu'ils n'aient essayé de faire ici, parce qu'il était clair que les prochaines cibles du Kremlin seraient les États baltes. Et j'étais prêt à m'y rendre pour me battre si les Européens ne s'étaient pas rangés aux côtés des Ukrainiens. Nous retrouvons le chef des armées Raimond Szkraube pour l'un des événements les plus marquants de sa carrière. L'OTAN inaugure en grande pompe un tout nouveau QG à Riga, une étape symbolique pour le gouvernement. Les forces de l'OTAN sont capables d'intégrer rapidement les armées nationales et de répondre à n'importe quelle menace. Cela fait un moment maintenant que je suis dans les arcanes de l'OTAN et je peux vous assurer que ça ne se serait jamais produit il y a 4 ou 5 ans. Ça montre que l'OTAN est sérieux et envoie un message fort à tous ses adversaires. L'OTAN s'engage et nous sommes forts. Dans les pays baltes, c'est une véritable militarisation de la société qui est en marche. Tous les samedis en Lituanie, des milliers de civils s'entraînent au maniement des armes. Ces ligues de défense créées au début des années 90 pour protéger l'intégrité du pays sont en pleine renaissance. Le bout du fusil doit toujours être en appui sur l'épaule. Et il faut le tenir comme ça, pour être toujours prêt. Ils sont médecins, commerciaux, étudiants. 8000 Lituaniens font désormais partie de cette armée citoyenne. Seuls des citoyens déterminés et prêts à défendre leur patrie pourront dissuader d'éventuels agresseurs. Nos ennemis réfléchiront à 2 fois avant d'attaquer les pays baltes. La peur du grand voisin imprévisible a gagné toute la société lituanienne. Marius Ivaskevicius compte parmi les auteurs les plus en vue du pays. Sa dernière pièce de théâtre s'inspire du crash du Boeing de la Malaysian Airlines en Ukraine. Je suis parti en Ukraine vers la fin de Maïdan.
Et les gens sur place étaient totalement résignés à une intervention de la Russie. Ils savaient qu'ils allaient perdre la Crimée, le Donbass et même Kharkov. Pour moi, on est dans le même processus de chute de l'Union soviétique que nous avions commencé, et les Ukrainiens essaient de le conclure. Parmi les pays baltes, c'est la Lettonie qui s'estime aujourd'hui la plus exposée à la propagande de Moscou. En raison de sa proximité géographique, mais surtout parce que 20% de sa population est russophone. Chaque année, le 9 mai, cette minorité descend dans les rues de Riga pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire de l'URSS. La Lettonie les considère comme des non-citoyens en raison de leur ascendance russe, un statut officiel créé au lendemain de l'indépendance pour ces russophones qui se sont installés dans le pays pendant l'ère soviétique. Pour devenir lettons, ils doivent passer un test de langue et de citoyenneté. Dimitri, 29 ans, est né ici. Ses parents se sont battus pour l'indépendance aux côtés des Lettons. Et pourtant, il est considéré par l'État comme un non-citoyen. C'est un vrai problème dont on devrait beaucoup plus parler. Car les non-citoyens, eux aussi, se sont battus pour l'indépendance. Personne n'aurait pensé que l'on finirait avec ce statut. Je suis né ici, et pourtant on m'impose de nombreuses restrictions. La question de ces non-citoyens est au point mort depuis des années en Lettonie. Et le contexte géopolitique a renforcé leur image d'ennemi intérieur. Pour l'heure, la Lettonie cultive surtout sa fibre patriotique. Dainis Ivans, qui s'était fait discret ces dernières années, revient sur le devant de la scène. Un film qui retrace son parcours vient de sortir en salle. La Russie revient en arrière. Elle est en train de redevenir un État totalitaire. Et nous devons nous défendre à nouveau. C'est donc plus important que jamais de montrer ce que nous avons vécu à l'époque. Nous n'avions pas peur, nous n'avons pas laissé la panique nous gagner. Et c'est ainsi que nous devons faire face aujourd'hui. Dainis, le combattant pour l'indépendance lettonne. Eglė, la journaliste résistante. Ou encore Tadas, le jeune soldat lituanien. Depuis le début de la guerre en Ukraine, tous ont perdu cette insouciance et cette légèreté gagnée dans la foulée de la chute du mur et de l'effondrement du bloc soviétique. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. L'Auvergne est un territoire sculpté par ses eaux aux vertus hors du commun. Les thermes y racontent l'histoire de la région. À Saint-Nectaire, ville thermale au passé glorieux, certains bâtiments sont tombés dans l'oubli. L'eau, jadis apprivoisée, a repris ses droits. Cette eau impitoyable est également étudiée au sommet du Puy de Dôme dans un laboratoire de météorologie de montagne. L'eau fait aussi la joie des randonneurs de la région qui savent repérer les sources de montagne. Reportage. C'est une région où se déploient de grands espaces sauvages. En Auvergne plus qu'ailleurs, les éléments naturels, en particulier l'eau, ont façonné l'histoire et les activités des hommes. Saint-Nectaire, une ville thermale au passé glorieux, qui accueillait en son temps des curistes venus de toute la France. Fermée dans les années 70, de nombreux bâtiments sont aujourd'hui tombés dans l'oubli. À l'intérieur, l'eau, jadis apprivoisée, a repris ses droits. Très chargée en minéraux, elle a même pétrifié le vieil escalier. Elisabeth Crozet s'est battue pour que ce bâtiment soit inscrit aux monuments historiques.
Malgré cela, ce joyau architectural du 19e siècle n'est pas encore sauvé. Le plus important aujourd'hui, c'est de le mettre hors d'eau. Donc c'est de réparer déjà le tympan, puis de réparer la verrière, et donc de domestiquer, drainer la source, quoi. Et donc permettre de la faire sortir du bâtiment par des conduites prévues pour. À 60 km de là, à Châtel-Guyon, les anciens thermes se dressent au cœur de la ville. Le bâtiment aurait pu connaître la même mésaventure que les bains de Saint-Nectaire, mais la municipalité a décidé d'agir. Dans les années à venir, de la bonne volonté des hommes dépendra la sauvegarde des thermes auvergnats. L'Auvergne, c'est aussi un patrimoine naturel, pour le moins fougueux. Le Puy de Dôme, un jeune volcan d'environ 10 000 ans. Son sommet abrite un laboratoire permanent de météorologie de montagne. Cet environnement dantesque est le quotidien d'Aurélie. Cette scientifique étudie les phénomènes atmosphériques. Elle aspire les nuages pour mieux les comprendre. C'est des conditions extrêmes, Aurélie. Oui, c'est bien. On a souvent des conditions type Antarctique ou Arctique. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a testé des bouées pour l'Arctique qui sont restées ici plusieurs mois et qui sont maintenant en train de dériver sur l'Arctique avec des capteurs dessus. Et parce qu'ici, on a des conditions extrêmes. Ici, c'est une ambiance hivernale plus douce. À 2 pas du lac Pavin, se trouve le creux du Soucy. L'endroit est interdit au public. Scientifiques et spéléologues travaillent main dans la main pour comprendre l'origine de ce gouffre. On est là et on ne sait pas comment s'est fait ce trou et comment il fonctionne. On a des tas d'indices qui indiquent qu'il y a eu des mouvements très importants d'eau avec la matière en suspension, de l'argile, des cailloux, du sable, une espèce de chasse d'eau géante qui a fonctionné 1 ou 2 fois, mais on ne sait pas pourquoi. Édouard Alfred Martel, père de la spéléologie française, découvre le gouffre en 1892. Il n'est exploré que 2 fois par an. Ça fait longtemps que c'est pas retrouvé là tous les deux. Eh ben c'est parti. Allez. Le mystère commence à 22 mètres de profondeur. On y découvre une salle qui mesure 60 mètres de diamètre. La température dépasse rarement les 4 degrés. Le froid rend l'exploration sous-marine compliquée. L'eau, à 1,9 degré constant, ralentit les gestes. La visibilité ne dépasse pas quelques centimètres. Eux aussi connaissent les moindres recoins de leur pays. Yves, Bernard et Gégé ont grandi ici. Toutes les semaines, je monte là, des fois 2 fois par semaine. Ça rappelle mon enfance ici, c'est toute mon enfance. Nous voilà au cœur de la fontaine salée, au pied du Sancy, balayé par les vents d'ouest. Dans cette Auvergne sauvage, il arrive que le promeneur tombe sur une source naturelle. Celle-ci est le secret des 3 amis. On lui prête des vertus curatives, mais c'est une source bien cachée. C'est pas... On fait bien. C'est bon. Elle est pas trop chargée là. Non, hyper efficace. Ça en même fait. Elle est bonne. Beaucoup de gens viennent ici en espérant la trouver et puis ils passent juste à côté là. Ils passent sur le pont juste à côté et puis ils la trouvent pas. Voilà. Alors on ne dit pas trop où c'est, sauf aux gens qu'on aime bien, ça dépend. Après 2 heures de marche, une pause. Un petit buron, cette cabane du pays, perdue dans la montagne. Aucune route ne permet d'y accéder. L'endroit idéal pour un pique-nique à l'Auvergnate. Le temps d'apprécier une Auvergne immense, sauvage et pas tout à fait domptée.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. À la semaine prochaine.